Bonsoir, docteur, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, Miss Mel, et tout le plaisir est le mien. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle du secteur informel au Cameroun et de la tolérance administrative. Quel est ce secteur informel? Comment le gouvernement, par le bias de cette tolérance, contribue à l'augmentation de cette part de ce secteur? Merci. Quand on parle en réalité de secteur informel, Oui. il faut comprendre ici qu'on est beaucoup plus. Le secteur informel est très large, est très vaste. Okay. Et quand on évoque ce secteur, il s'agit beaucoup plus du monde des affaires, Oui. les différentes activités économiques, Oui. de élevage, agriculture, ainsi de suite. Oui. Parce qu'en réalité, tous ces différents éléments Oui. ont un cadre légal. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est le gouvernement en réalité qui encourage? Je ne pense pas trop. Mais seulement, c'est vrai il y a une certaine tolérance administrative parce qu'on laisse faire. Oui. On laisse faire certaines personnes. Oui. Mais le gouvernement se bat chaque jour en réalité pour pouvoir Les faire réduire, quitter. oui, pour réduire, Okay. les amener à quitter du secteur informel pour le secteur formel. La preuve déjà, c'est que le Cameroun compte parmi les 17 États membres de l'OADA, qui signifie l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique Oui. du droit des affaires. Cette organisation a pris beaucoup de mesures pour en réalité encourager les gens à quitter le secteur informel pour le Oui. secteur formel, notamment à travers les sociétés commerciales, à travers l'activité commerciale, mais le droit commercial Oui. général. Pensez-vous que les Camerounais connaissent même ces secteurs informels? La plupart des jeunes, après l'école, tout le monde commence à se débrouiller. Bon, certains comprennent. Okay. C'est vrai, il y a certains qui comprennent et d'autres en réalité, qui n'ont pas le choix, qui le font parce qu'il faut survivre. Oui. Disons-nous, nous sommes dans un pays où il n'est pas toujours évident d'avoir un emploi, Oui. ainsi de suite, et puisqu'il faut vivre. Vous allez voir, les conditions sont difficiles et Oui. certains vont donc se lancer, mais certains le font à dessein. Parce qu'il faut aussi dire l'avantage que, entre guillemets, ça procure. Je venais même vers là. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un outil politique de l'État camerounais En fait, ce que vous voulez savoir, c'est que ce n'est pas un instrument d'asservissement pour maintenir le peuple dans la pauvreté. Oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pas forcément. En réalité, non. Il n'y a aucun pays qui souhaite rester, aucun gouvernement, à mon avis, ne souhaiterait compter parmi les derniers. Parce que vous savez que plus le secteur informel est vaste, Oui. moins on peut aller chercher des taxes là-bas, les impôts, ainsi de suite. Oui. Donc, aucun pays, à mon avis, du moins un pays normal, qui cherche à se développer, ne souhaiterait que la population soit pauvre, que tout aille mal et qu'elle vive dans un état, entre guillemets, de pauvreté extrême. Vous allez voir, il y a par exemple ces centres-là, ces petits centres qu'on a créés pour favoriser même déjà la légalisation de ces différentes entreprises, pour les encourager, pour les amener aussi à payer des impôts à des coûts plutôt réduits. Donc, ça compte parmi de nombreuses mesures que l'État a mis sur pied pour pouvoir accompagner ces startups-là et ces petites entreprises. Ok, si je suis un diplômé qui veut quitter le secteur informel, qu'est-ce qui va me motiver de quitter ce secteur? Parce que, par exemple, le secteur informel, je ne paye pas d'impôts et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui va m'encourager, exciter de quitter ce secteur? Qu'est-ce qui peut encourager un individu à quitter le secteur informel? Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui, du moins, je dirais un individu qui exerce dans le secteur informel, Oui. il y a par exemple des contrats que vous ne pouvez pas avoir. Okay. Les grands contrats et tout, vous ne pouvez pas les avoir. Okay. Vous allez simplement avoir des petites activités avec des particuliers dans le secteur informel. Donc, c'est l'un des avantages de quitter le secteur informel, c'est déjà que si vous voulez, par exemple, avoir certains types de contrats avec des organisations internationales, avec l'État et d'autres structures sérieuses, ils vont chercher d'abord à savoir est-ce que vous avez
vous remplissez toutes les conditions d'une entreprise, toutes les conditions légales pour pouvoir fonctionner. En tant que docteur en droit d'affaires, quelle erreur voyez-vous revenir encore et encore et pourquoi les gens continuent malgré tout? L'une des erreurs qu'on peut observer, c'est en réalité, je dirais, la gestion approximative des entreprises. La gestion approximative des entreprises. Et c'est une erreur qui revient constamment. Je vais vous prendre un exemple. D'abord, qu'est-ce qui est la gestion approximative? Approximative. Donc, une gestion en réalité qui ne cadre pas avec les principes de ce qu'on va appeler la bonne gouvernance. Les règles de bonne gouvernance d'une entreprise. Oui, oui. Vous allez voir, du moins, que ce soit les entreprises sous la forme individuelle ou sous la forme collective, bien entendu. Et c'est pourquoi, malheureusement, beaucoup d'entreprises chez nous ont, je dirais, une espérance de vie assez réduite. Assez réduite. Très souvent, ça se passe, vous allez voir une entreprise parfois prospère 5, 10 ans et après, elle sombre. Ou bien dès que l'individu qui a mis sur pied l'entreprise ou les premiers actionnaires commencent à faiblir, immédiatement l'entreprise tombe. C'est lié parfois à la mauvaise gouvernance. Pas toujours parce que les gens ne savent pas. Il faut aussi voir parfois les avantages que ça apporte. Quand nous sommes dans une société, le voleur, par exemple, ira voler parce que lui, il a intérêt à se faire du magot rapidement. Ce n'est pas forcément qu'il ne connaît pas que voler est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des informations. Il n'y a pas des informations. Un patron recrute quelqu'un sans contrat. 6 mois après, l'employé le train au tribunal. Comment? Quelles sont les obligations minimales d'un employeur au Cameroun? Les obligations minimales d'un employeur. Le monde du travail déjà est très dur. Oui, très dur. Et vous savez, même quand vous partez négocier un contrat, généralement, ne nous trompons pas, la plupart du temps, le travailleur part avec un désavantage. Parce que c'est lui qui cherche l'emploi, puisque ce n'est pas évident. Maintenant, si on lui donne un contrat, la loi ne dit pas forcément que le contrat, surtout le travail, doit être écrit. La loi ne le dit pas expressément. Oui, mais l'idéal serait que le contrat soit écrit. Après 6 mois, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contrats de travail d'ailleurs. Exact. Et si vous n'avez même rien alors signé, par exemple, l'employé n'est pas payé l'employeur pour toutes ces périodes et il n'y avait pas un contrat établi. C'est une situation malheureusement regrettable et disons-le comme ça, parfois ce sont les employés qui acceptent ça. Parce que je vais vous raconter aussi une petite expérience. Une structure m'a contacté. Du moins, j'ai postulé dans une structure pour pouvoir travailler. Et on me dit, tiens, vous avez un bon profil et tout. Et après, on me dit, tiens, on va juste te donner du transport et du crédit de communication. Et le salaire. Verbal. Oui, on allait signer un contrat, mais en réalité, tu ne perçois rien en termes de salaire. Rien en termes de salaire. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que non, moi, je ne travaille pas comme ça. On me dit non, mais même dans l'État, il y a souvent cette période. J'ai dit oui, à l'État, on rappelle. Il y a ce qu'on appelle le rappel. C'est justement pour payer cette période où on n'a pas perçu l'argent. Mais maintenant, il faut savoir que quand vous êtes à l'essai, dans le contrat engagement à l'essai, l'employeur ou l'employé peut rompre le contrat au terme de l'essai. Dépendant sur les termes d'abord du contrat, ou bien même s'il n'y a pas les termes du contrat, je peux me lever. Si je romps un contrat sans avertir ou bien préavis. Oui. Le contrat de travail, quand il y a la période de décès d'abord. Oui, ce n'est pas avant de signer le contrat à durée indéterminée. Il y a d'abord la période d'essai. Ça dépend de la période. Pour les petits employés, parfois ça peut aller à 1 mois. Mais disons, pour les cas, certains cas, pour certains, c'est autour de 3 mois. C'est souvent cette formule la plupart du temps qu'au Cameroun, vous trouvez un peu, on vous dit, vous allez passer 6 mois. Parce que c'est 3 mois en fait, renouvelables une fois. 3 mois renouvelables une fois. Et
au terme de l'essai, Oui. l'employeur n'est pas obligé de vous engager. Tout comme l'employé n'est pas obligé de rester, on n'a pas besoin à ce moment de préavis ou de Oui. quoi que ce soit. Et Oui, très oui, souvent, oui. il ne doit même pas justifier sa décision. Et quand il vous renvoie, il va simplement vous dire essai non concluant. Oui. Voilà, il ne sans justifier. Oui, oui. Mais la loi est claire. Pendant la période d'essai, un employé a droit à non seulement à la rémunération, je veux parler du salaire, Oui. mais aussi à tous les avantages liés à la fonction. C'est-à-dire quoi, si vous devez, en principe, quand vous êtes à l'essai, si le poste que vous occupez dit qu'on doit vous donner une maison, Oui. vous devez avoir une maison. Si, quand vous êtes à l'essai, si le poste dit qu'on devait avoir un véhicule de service, on Oui. doit vous donner. Bon, dans l'État, il y a deux catégories de travailleurs. Ok. Il y a les fonctionnaires Oui. et les contractuels. Quand je parle ici, je parle des personnes soumises au code du travail. Ok. Parce que les fonctionnaires, en réalité, ne sont pas soumis au code du travail. Et le code du travail camerounais impose-t-il un préavis et des indemnités? Par exemple, il y a une petite histoire. Il y a quelqu'un que je connais, il a travaillé dans une structure très... Maintenant, on les a mis dehors sans préavis et il a travaillé là-bas pendant des années. Il porte plainte. Il prend cette organisation à la justice. Ouais. Il réclamait total 500 000. Ouais. Mais l'entreprise prend de 2 millions pour corrompre le juge. Tu vois, pour corrompre le juge pour ne pas payer 500 000 à cet employé. Et quand un employeur dedans a demandé à son chef que, mais pourquoi ça? Ça, c'est une dépense même 4 fois. Pourquoi pas donner son 500 000? Il a dit que la réputation coûte plus cher. Et bon, les choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un Camerounais lambda a de la justice? Oui, dire qu'un Camerounais lambda n'a pas la justice, ce serait un peu être alarmiste. Mais ça, c'est C'est un vrai. peu être alarmiste. Si vous partez au palais de justice, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de grandes structures qui payent parfois même à hauteur de millions, à hauteur de millions les travailleurs. Oui. Mais simplement, il faudrait en réalité que le travailleur soit intelligent. Oui. Parce que le gros problème aussi avec nous, c'est que on peut reprocher aux travailleurs Oui. de ne pas avoir une certaine culture juridique. C'est-à-dire, on se retrouve parfois, le travailleur va se retrouver à accepter parfois tout et n'importe quoi. Oui. Ce qui fait que en le faisant, lui-même, il se met en difficulté sans le savoir. Et je pense que ça arrive la plupart des temps. Et la cause n'est pas vraiment le travailleur, mais l'état, la situation générale du Cameroun qui fait que les gens subissent et prennent du n'importe quoi chez les employés. Non, ce n'est pas toujours l'État. Vous savez, l'État a mis un cadre légal Oui. pour ce qui concerne le travail. Voici comment ça doit se passer, voici comment ça doit se passer. Il y a plusieurs structures de protection du travailleur, le délégué du personnel, la délégation du travail et tout. Mais maintenant, si toi-même, tu ne défends pas tes droits, Oui. ce n'est pas toujours l'État qui viendra tout faire pour toi. C'est comme si vous allez dire, OK, vous ne pouvez pas déjà prendre soin de vous parce que l'État viendra forcément prendre soin de vous. L'État, au final, c'est qui? C'est ça la question, c'est vous et moi. Puisque c'est nous qui, en réalité, qui constituons l'État. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette petite histoire où l'entreprise a préféré donner 2 millions au juge et laisser l'employé partir? Alors, comment tu dis alors qu'un Camerounais lambda a la justice? C'est malheureusement déplorable si c'est avéré, parce que là encore, on met ça entre guillemets. Oui. Parce que vous savez, il y a un problème avec les justiciables. Oui. Quand il perd le procès, c'est que le juge est corrompu. Non, lui-même, il n'est pas au courant. Oui. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur qui sait ce qui s'est passé. Donc, c'est quelque chose qui est... C'est déplorable, c'est déplorable. Si vraiment des entreprises se livrent, ce serait vraiment malheureux. Je vais ouvrir une boutique avec mon meilleur ami. Nous nous faisons confiance. Nous décidons de ne rien écrire. Qu'est-ce qui peut arriver? Si vous décidez d'ouvrir une boutique, déjà, ça se fait que sans rien écrire, sans rien faire, vous êtes clairement dans le secteur informel. Vous êtes clairement dans le secteur informel. Ok. Oui, parce qu'il faut dire, quand on mène l'activité commerciale, il y a deux possibilités. Oui. Il y a les commerçants personnes physiques
et les commerçants personnes morales. Ouais. Vous connaissez les sociétés comme Orange, Cameroun, Oui. ce sont des sociétés personnes morales. Oui. Donc, vous avez donc le choix. Est-ce que vous allez exercer sous la forme physique, ce qui n'est pas évident, mais vous avez le choix de monter une entreprise, c'est-à-dire rédiger des statuts, procéder à l'enregistrement au RCCM et Oui. faire des apports. Oui. Et là, à partir de ce moment, vous devez passer par devant notaire parce que Oui. les statuts doivent être justement légalisés. C'est le notaire qui est responsable de ça. Oui. Si vous n'écrivez rien, Et quelque chose arrive, on devient des ennemis. c'est une société en réalité, on va dire une société créée de fait. Vous n'avez pas. Est-ce que ça veut dire que personne ne peut porter plainte à l'autre? Non, vous allez porter plainte sur la base parfois du simple contrat. Mais ça ne sera pas, on ne va pas considérer ça véritable, on ne vous considère pas comme un commerçant parce qu'il faut savoir que le danger avec l'informel, Oui. ce qu'on ne vous dit pas tous les gens ont peur de payer les taxes et de faire ceci, Oui. mais seulement quand vous trouvez en difficulté. Oui. C'est-à-dire, on va vous soumettre aux exigences, c'est-à-dire aux obligations Que tu du pas. commerçant, Oui. mais on ne vous reconnaît pas les droits du commerçant. C'est ça le danger Oui. avec l'affaire. Oui. C'est-à-dire, on ne vous considère pas comme un commerçant seulement lorsque vous êtes. On va simplement vous soumettre aux obligations du commerçant, mais on ne vous reconnaît pas les droits du commerçant, Oui. qui sont assez nombreux, disons-le, par exemple, en matière de preuve. C'est ça. Oui, la preuve en matière commerciale qui est par exemple libre. Oui. On ne vous considère, vous serez soumis plutôt aux dispositions de preuve en matière civile, c'est-à-dire l'exigence en réalité de l'écrit. Un ami vous emprunte 500 000, pas de papier, il refuse de rembourser. Ouais. Que faire? Est-ce qu'on peut aussi aller à la justice? Parce que ça se passe souvent, on prête l'argent comme ça, avec confiance. Oui. Mais après, ça tourne très mal. Sachez-le, s'il n'y a aucun moyen de preuve, Oui. il est fort probable qu'il se retrouve acquitté. Oui, on peut dire, surtout s'il n'y a pas de... Vous savez, il y a un principe en droit qui veut que le doute profite à l'accusé. C'est-à-dire quoi? Si on ne peut pas prouver quelque chose, on va supposer qu'il est innocent. Et ça peut être dangereux. Un commerçant vend souvent à crédit. Il note seulement le montant dans un cahier. Oui. Est-il protégé? Est-il protégé? Ça dépendra. Je voudrais dire que la preuve en matière commerciale est libre. Ça dépend à qui il vend surtout. Est-ce qu'il vend à un civil? Parce que le commerçant, en principe, ne peut pas attaquer le civil sur l'aspect commercial. Il doit l'attaquer sur le volet civil. C'est pourquoi très souvent, vous allez voir, même s'il va vous... C'est vrai, il y a parfois sur la base de la confiance, mais s'il doit vous donner un truc, il va parfois mettre payé, il va peut-être payer reste montant et ainsi de suite, parce qu'il veut maintenir quand même des traces de preuves. Quelqu'un m'envoie un accord par WhatsApp, est-ce que c'est une preuve? Un accord par WhatsApp, ça dépend de dans quel sens vous allez utiliser cet accord. Le danger avec le droit, c'est que ça peut être plus subtil que ça. Dans certains cas, je peux prendre par exemple des conversations pour apporter comme preuve. Mais à certains moments, je ne pourrais pas utiliser ces conversations. Il arrive des cas où, surtout si j'ai dû cloner le téléphone d'un individu. On ne peut pas utiliser ces éléments comme preuve parce que ça a été obtenu illégalement. Mais pour d'abord aussi savoir que ça a été obtenu illégalement, c'est pour prouver en fait que la personne a vraiment obtenu ça illégalement. S'il dit que c'était naturel. S'il vous a écrit, là c'est une chose. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui. S'il vous a écrit, un accord par WhatsApp. c'est une chose. Là, d'accord, vous pouvez utiliser, montrer ça. Ok. Avez-vous connu des cas où quelqu'un a acheté un terrain qui avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre? Le titre foncier, est-ce qu'il est suffisant comme preuve? Où tu payes un terrain et le lendemain, tu vois quelqu'un d'autre sur le terrain et la personne a tous les papiers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le titre foncier, ça suffit? Le contentieux en matière, le contentieux foncier est abondant. Mais généralement, on considère en droit le titre foncier un peu comme la reine des preuves. Comme la reine des preuves. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas l'annuler. Mais comment une personne donne plusieurs titres fonciers sur un terrain?
Non, c'est parfois lié à des défaillances de service. Je préfère prendre cet aspect-là. Ça peut arriver que le service Oui. soit défaillant. Et certains utilisent aussi, disons-le, des méthodes contournées qui violent la loi, des méthodes qui violent la loi pour obtenir des titres fonciers rapidement, oui. Ok, quels sont les documents à vérifier avant d'acheter un immobilier? Un immobilier, ça dépend si le terrain est titré, parce qu'il y a aussi des terrains non titrés. Oui. Il faut Mais à Bétois, il n'y a pas les terrains titrés. Il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas à Bétois. Ils sont nombreux, je vous dis. Ici à Bétois. Moi, j'habite sur un terrain titré. Bon, explique-moi. Parce que selon ma connaissance, moi je sais que Bétois n'a pas de titre foncier. Non, Bétois, les titres fonciers. Beaucoup de titres d'ailleurs. C'est parce qu'il y a certaines personnes dans des groupes même qui vendent des terrains, du moins ces personnes qui, ces facilitateurs, si on doit les appeler comme ça, qui vendent des terrains, les prix diffèrent. Soit quand le terrain est titré, généralement le prix est un peu plus élevé. Quand le terrain n'est pas titré. Ici à Bétois. Oui, il y a plein. Allez à la conservation foncière, vous allez voir. Il y a vraiment il y a beaucoup de terrains titrés à Bétois. Wow. C'est vrai qu'à un moment donné, ça avait été suspendu. On avait suspendu l'établissement des titres fonciers. Seulement à Bétois ou bien partout au Cameroun? C'était à l'est, je ne sais pas si ça avait touché tout le Cameroun. Je veux dire là, à l'est. Pourquoi ça a été arrêté à l'est? Parce que selon ma compréhension ou bien selon ma connaissance, je pense que Bétois n'a pas de titre foncier, oui. Non, il y en a. Beaucoup de terrains sont titrés. Beaucoup. Il y a beaucoup de terrains titrés. Quels sont les dossiers alors à vérifier si tu veux acheter un immobilier? Si le terrain est titré, là, ça va se faire par devant notaire. Ça se fait généralement par devant notaire. C'est le notaire qui va, la plupart du temps, se charger d'accomplir toutes ces différentes tâches. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher des services du cadastre pour voir. Qu'est-ce que le cadastre? Le cadastre, c'est ce service-là. Le cadastre, c'est les affaires foncières qui s'occupent des questions liées au terrain. Parce qu'ils ont généralement, ils ont tout, ils connaissent un peu, ils ont la situation réelle de la plupart, de quasiment tous les terrains de la ville. Et cadastre existe dans chaque région, ou bien c'est n'est qu'à Yaoundé, ou bien comment ils sont structurés? Il y a tout un ministère, délégation régionale, délégation départementale, délégation et tout, un peu comme ça. Ok.